Bonjour, professeur Tristan Etumba. Bonjour cher ami. Aujourd'hui, président de l'association Génération Émergente. Pourquoi Génération Émergente? Génération Émergente est une association des jeunes Congolais qui milite pour les droits humains, qui milite pour l'égalité sociale et une justice pour tous, mais qui milite également pour la paix à l'Est à travers des œuvres humanitaires que nous allons faire, philanthropiques. Bon, il faut d'abord reconnaître que la MONUSCO est arrivée ici dans un contexte très tumultueux, un contexte de guerre qui renfermait des facteurs à la fois chrysogènes, endogènes et exogènes pour les conflits et les crises en RDC. Donc la résolution 1279, c'est celle qui avait mis en œuvre la création par le Conseil de sécurité la MONUC, et ensuite la résolution 1925 qui avait créé la MONUSCO juste après cette dernière que nous venons de citer, qui est la résolution mettant en œuvre la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo pour la stabilisation et la consolidation de la paix. Donc on doit dire qu'en RDC, c'est pas la première fois que soient expérimentées les opérations de maintien de la paix. Nous l'avons eu avec l'ONUC premièrement en 60-64, juste après notre indépendance, parce que l'ONUC avait pour cet objectif de pouvoir maintenir l'intégrité territoriale, mais maintenir aussi l'équilibre institutionnel après la crise post-indépendance. Mais après, on a eu la MONUSCO qui est arrivée dans un contexte où nous étions dans une guerre d'occupation depuis le 2 août, une guerre d'agression provoquée par le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Et donc, c'est à ce moment-là que intervinrent nos agresseurs pour venir commettre des crimes de contre l'humanité, des crimes de guerre et des crimes d'écocide dans notre sol. Et ça fait exactement plus de 25 ans que le sévice se poursuit et continue pour le peuple congolais. Et donc c'est un peu dans ce contexte très houleux et très tumultueux que le Conseil de sécurité décida le 30 novembre 1999 de mettre sur pied une mission de maintien de la paix qui avait pour objectif de mener les missions humanitaires, de mener le maintien pour la paix et la sécurité internationale, mais aussi de mener des projets durables qui touchent notamment à l'environnement, des projets de médiation entre les belligérants et le gouvernement congolais d'antan. Je crois bien que c'est M. Laurent Désiré Kabila qui était le président de la République à cette époque-là. Et il faut rappeler que le Congo était divisé en 6, parce qu'il y avait 6 factions, le MLC, le RCD KML, qui étaient, et bien d'autres, les Maïmaï, qui étaient les rébellions, les groupes armés non étatiques, qui avaient finalement provoqué ce chaos sous l'égide de ces pays que j'ai cités, qui commettaient beaucoup d'activités militaires sur notre sol. Alors, il y a tout un maillon, comme le prévoit l'agenda pour la paix, de Boutros-Boutros-Ghali, qui prévoit une mission de paix que mènent les Nations Unies pour réguler une crise. Nous avons premièrement les missions de diplomatie préventive qui sont prévues par le chapitre 6 de la Charte des Nations Unies. Ensuite, nous avons les missions de mesures coercitives qui sont prises par le Conseil de sécurité pour pouvoir restaurer, rétablir la paix, selon le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui s'intitule « En cas d'agression ou de menace ou de rupture contre la paix ». Ce chapitre permet à cet organe et à ses missions de paix de pouvoir mettre en œuvre toute une chaîne opérationnelle à travers les contingents, les casques bleus, contrecarrer les crises et les conflits armés tels qu'aujourd'hui ça se présente à l'Est. Et puis enfin, nous avons aussi le chapitre 8 qui prévoit les accords régionaux avec beaucoup de mécanismes régionaux pour ramener la paix, qui passent par la CIRGL, le pacte des Nairobi, qui passent par les accords d'Addis Abeba, mais qui passent surtout par l'intervention de l'Union européenne ici avec l'opération Artemis qui s'est déroulée en 2000, qui avait l'objectif
de mener les missions humanitaires et de protéger l'aéroport de Bunia. Donc tout ça avec la consolidation et la stabilisation de la paix, notamment le projet Starek. Donc tout ça, ça constitue rapidement cet émail de maintien de la paix. Bon, écoutez, la MONUSCO a joué son rôle tant qu'elle pouvait. On ne va pas non plus dire qu'elle a fait des prouesses, mais je crois que c'est une pratique, enfin le rôle qu'elle a joué est très très mitigé parce qu'il y a des pesanteurs. D'abord, elle a eu à faire face à un pays sous-continent, qui est un pays qui est objet de convoitise de ses ressources naturelles par ses voisins. Elle a eu à faire face à d'autres pesanteurs par le fait que c'est quand même un pays qui est doté aujourd'hui de 105 millions d'habitants, mais c'est un pays qui est un des plus pauvres de la planète. Je vous signale que l'indice du développement humain a été dernièrement réalisé et on a vu que le Congo avait la 4e place des pays les plus pauvres qui existent dans notre planète. Donc tout cela a confronté la MONUSCO dans des sérieux problèmes. Mais néanmoins, quand même, elle a pu faire quelques aboutissements, hein, si on peut le voir avec la réforme du secteur de sécurité, permettant à notre armée de pouvoir finalement avoir ce beau triptyque, comme nous le connaissons, formation, casernement et puis équipement des forces armées. Elle a permis à la police de pouvoir finalement maintenir l'ordre public et elle a permis aussi de déclencher la résolution 2098 qui a mis en œuvre cette force d'intervention rapide que nous connaissons à l'Est avec les contingents tanzaniens, malawites et sud-africains pour réguler la crise jusqu'à aujourd'hui comme nous pouvons le voir. Mais ça a été mitigé parce qu'il y a eu des problèmes de financement de maintien de la paix et par le fait que la MONUSCO n'a pas toujours résolu les problèmes dans le contexte tel qu'il se doit et de manière ponctuelle et ponctuée. La protection des civils a été également très mitigée, mais c'est une mission qui a été mitigée aussi par le fait que le gouvernement congolais, tel que nous le voyons aujourd'hui, et il faut en parler, baigne dans la mauvaise gouvernance et n'a pas réussi à faire toutes les réformes qui ont été exigées par les Nations Unies, notamment les réformes liées à la justice transitionnelle, comme le président Macron l'avait demandé à son homologue, le président Tshisekedi, pour juger les auteurs des crimes internationaux de guerre, comme c'est prévu par le rapport Mapping. On n'a pas atteint ce niveau, donc ça a été un flop, c'est mitigé. Je crois que sincèrement c'est une petite erreur parce que nous estimons que ça va créer un vide sécuritaire énorme, tant au niveau de l'Est du pays, surtout où les populations sont victimes des violences des droits humains en tout genre. Les mamans sont victimes des violences sexuelles qui nous attristent énormément et donc nous pensons qu'on ne pouvait pas permettre que la MONUSCO s'en aille. Il fallait un plan stratégique assis sur des bases solides avant qu'elle s'en aille et que notre armée soit suffisamment mature et aguerrie. Je vous signale qu'en 2011, notre armée était répertoriée comme la 8e en Afrique. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, je trouve sincèrement que nous sommes dans la précipitation. Je viens de vous le dire, c'est un grand danger. Je crois qu'il fallait un plan échelonné sur le temps. Et il fallait un désengagement échelonné. Là, nous allons vite en besogne. Ce qui va se créer, c'est que c'est un pays désormais qui a beaucoup de groupes armés non étatiques, des acteurs non étatiques qui constituent en réalité des fauteurs de troubles à l'Est. Il y a le M23, mais il y en a beaucoup d'autres. Et donc, ça ne va pas permettre que la situation du rétablissement de la paix et de la restauration de l'état de droit se fasse aisément. Donc, vous voyez, à ce moment-là, on sera confronté à beaucoup de difficultés, tant humanitaires qu'on ne saura pas gérer et notamment étouffé. Je remercie le peuple congolais qui reste très attaché notamment à la vie politique et à la vie nationale du Congo. Je leur exhorte au courage parce que nous sommes finalement en train d'entamer la 65e année de notre indépendance. Et bon, nous espérons finalement que des solutions seront trouvées par nos dirigeants pour finir avec cette crise au niveau de l'Est qui n'arrête